Chapitre 5. Saisi d'un désir d'exploration, le criminologiste franchit les grandes grilles et s'engagea sur la route escarpée qui se terminait sur un petit quai. Il y avait un écriteau sous une grosse cloche munie d'une chaîne. Sonnez pour le bac. Diverses embarcations étaient amarrées au bord du quai. Un vieillard aux yeux chassieux, appuyé contre une bite d'amarrage, se redressa, s'approcha de Poirot. « C'est-il que vous voulez le bac, monsieur ?»« Non merci, j'arrive du château de Nas en me promenant. »« Ah, c'est à Snas que vous êtes. J'y travaillais quand j'étais jeune et mon fils l'a été chef jardinier. Mais moi je m'occupais des bateaux. Le vieux monsieur Folliat l'était fou amoureux de bateaux et s'embarquait par tous les temps. Son fils, le major, aimait pas naviguer. Il s'occupait que des chevaux. Il y a dépensé un beau denier. Il aimait aussi la bouteille. Sa femme l'a pas toujours eue, la virose. Peut-être vous la connaissez? Elle habite le pavillon à présent. Oui, je viens juste de l'y accompagner. Elle est aussi un Folliat, cousine du côté de la branche de Tiverton. S'occupe beaucoup de jardinage. C'est elle qui a planté tous les buissons fleuris. Même quand il y avait d'autres gens pendant la guerre, et que les jeunes messieurs étaient partis, elle a toujours entretenu les bosquets, et empêché qu'on les arrache. C'est dur pour elle d'avoir perdu ses fils. Ah, pour ça, elle a été dure sa vie. Des ennuis avec son mari, avec le jeune. Pas monsieur Henri, qui était aussi gentil que possible, ressemblait à son grand-père, l'aimait naviguer, et est entré dans la marine. C'est monsieur James qui a amené les tracas à sa mère. Les femmes, le jeu, puis un sale caractère. Il était de ceux qui ne peuvent pas marcher droit. La guerre lui a porté chance. Il y a des hommes qui ne valent rien en temps de paix, mais qui meurent bravement à la guerre. De sorte, dit Poirot, qu'il n'y ait plus de Folliat à Nas. Le bavardage du vieillard cessa brusquement. Comme vous dites, monsieur. Poirot le dévisagea attentivement. Maintenant, vous aviez Sir George Stubbs. Que pense-t-on de lui par ici? On dit qu'il est puissamment riche. Le vieux paraissait moqueur. Et sa femme? Oh, c'est une belle dame de Londres. S'occupe pas des jardins. Puis on dit qu'il manque une case, là. Il se frappa le front d'un air entendu. Elle est pourtant toujours aimable. Il y a juste un an qu'ils sont là. L'ont acheté la maison et l'ont tout fait refaire. Je me rappelle de leur arrivée comme si c'était hier. Ils sont venus le soir, le lendemain de la pire tempête que j'ai jamais vue. Il y avait des arbres abattus partout. Un grand, elle était même tombé en travers de l'avenue et il nous a fallu le scier au trot pour que l'auto elle puisse passer. Puis le grand chêne est tombé et a entraîné d'autres. Ça a fait un beau gâchis. Oui, à l'endroit où on a construit la folie. Le vieillard se détourna d'un air dégoûté et cracha par terre. Folie que ça s'appelle, folie que c'est. Une bêtise moderne. Il n'y en avait pas du temps des vieux Folliettes. C'est la jeune dame qui a eu l'idée. L'a fait construire 3 semaines après leur arrivée, et je suis sûr qu'elle l'a persuadé Sir George. Elle a l'air bête, perché là-haut au milieu des arbres, comme un temple de païens. J'aurais rien dit d'un petit joli salon d'été, genre rustique avec des vitraux. Poirot sourit un peu. Les dames de Londres veulent qu'on obéisse à leur fantaisie. Il est malheureux que la famille Folliat ne soit plus là. Ne croyez pas ça, monsieur, dit le vieillard en grimaçant. Il y aura toujours des Folliat à Nas. Pourtant, la propriété appartient à Sir George Stubbs. Ça se peut, mais il y a encore un Folliat, c'est une race rusée. Que voulez-vous dire? L'homme jeta un regard de côté à son interlocuteur et répliqua. Ben, Mrs. Folliat, elle habite le pavillon, pas vrai? Oui, répondit Poirot lentement. Mrs. Folliat habite le pavillon. Et le monde est méchant. Les gens le sont encore plus. Son interlocuteur le dévisagea et marmotta. C'est peut-être ben vrai ce que vous dites là. Puis il s'éloigna en traînant les pieds. Oui, mais qu'ai-je découvert, en somme?
se demanda le criminologiste avec irritation, tandis qu'il retournait à pas lents vers le château. Hercule Poirot fit une toilette méticuleuse, appliqua une pommade odorante sur ses moustaches, et les tordit en pointe aiguë. Il recula, se regarda dans la glace, et fut satisfait de ce qu'il voyait. Le bruit du gong retentit dans la maison, et l'invité descendit. Le maître d'hôtel, après avoir joué crescendo forte diminuendo calentendo, non sans adresse, replaça le marteau sur son crochet. Son visage brun et mélancolique paraissait plutôt fier de son exploit. Poirot pensa. Une lettre de chantage de la femme de charge, ou peut-être du maître d'hôtel. Celui-ci semblait fort capable d'en écrire. Mrs. Oliver décrivait-elle les personnages pris sur le vif? À cet instant, Miss Brewis traversa le vestibule. Elle avait revêtu une robe à fleurs peu saillante. Poirot la rejoignit et demanda « Y a-t-il une femme de charge ici ?»« Oh non, monsieur. De nos jours, on ne se permet plus un personnel aussi complet, sauf dans les maisons montées sur un très haut pied. Je suis à la fois femme de charge et secrétaire, parfois surtout femme de charge, » conclut-elle avec un petit rire acide. Poirot la dévisagea d'un air pensif. Il lui semblait peu vraisemblable qu'elle écrivît des lettres de chantage. Peut-être une lettre anonyme. Il avait connu des cas où l'auteur ressemblait à Miss Brewis. Une femme calme, sérieuse, absolument insoupçonnable aux yeux de son entourage. Il demanda « Comment s'appelle le maître d'hôtel ?»« Hendon, répondit Miss Brewis, qui parut étonnée. Poirot se ressaisit et ajouta vivement « Je vous pose cette question parce qu'il me semble l'avoir déjà vu ailleurs. » C'est fort probable. Ces gens-là ne paraissent jamais rester plus de 4 mois dans une même place et ne doivent pas tarder à avoir fait le tour de toutes les maisons qui emploient des maîtres d'hôtel et des cuisiniers. Il n'y en a plus guère actuellement. Ils entrèrent dans le salon où Sir George, qui semblait mal à l'aise en smoking, versait du cherry. Mrs. Oliver, vêtue de satin gris fer, ressemblait à un cuirassé d'ancien modèle, et la tête brune de Lady Stubbs se penchait sur un numéro de Vogue. Le ménage Legg et Jim Warburton étaient invités au dîner, et le maître de maison déclara « Nous ne manquerons pas de travail ce soir. Donc, pas de bridge. Il y a des masses de programmes à écrire, et aussi la grande affiche pour la voyante. Quel nom lui donnerons-nous? Madame Zuleika? Esmeralda? Romany Lake? Reine des Bohémiens? Un nom oriental, affirma Peggy. Dans les campagnes, les Bohémiens sont détestés. Zuleika me paraît convenir. J'ai apporté ma boîte de peinture, car je pense que Michael pourra dessiner un serpent enroulé pour orner l'affiche. Alors, vous serez plutôt Cléopâtre de Zuleika. Hendon parut sur le seuil de la porte. Le dîner est servi, madame. On passa dans la salle à manger. La table était éclairée par des bougies, et le reste de la pièce était dans la pénombre. Warburton et Alec Legg encadraient la maîtresse de maison. Poirot était assis entre Mrs. Oliver et Miss Brewis. Celle-ci donnait de nombreux détails sur les préparatifs du lendemain. Mais la romancière paraissait préoccupée et ne parlait guère. Quand elle prit enfin la parole, ce fut pour s'excuser. « Ne vous tourmentez pas à mon sujet, dit-elle à Poirot. Je cherche à me rappeler si je n'ai rien oublié. » Sir George se mit à rire. « La fatale erreur ?» interrogea-t-il. « C'est bien cela. Il y en a toujours une, et parfois on ne s'en aperçoit qu'après l'apparition du livre. Alors c'est affreux. Ce qu'il y a de curieux, ajouta-t-elle en soupirant, c'est que la majorité des lecteurs ne s'aperçoivent de rien. Moi je pense, bien entendu, la cuisinière aurait dû remarquer que 2 des côtelettes n'avaient pas été mangées. Mais personne ne l'a remarqué. C'est passionnant, s'écria Michael Weyman, en se penchant vers elle. Le mystère de la seconde côtelette. Ne m'expliquez rien. Je vais y penser dans mon bain.
Mrs. Oliver lui adressa un sourire vague et retomba dans sa méditation. Lady Stubbs était également silencieuse et bâillait de temps à autre. Warburton, Legg et Miss Brewis causaient ensemble par-dessus son épaule. Lorsqu'on sortit de la salle à manger, Hattie s'arrêta au pied de l'escalier et annonça « J'ai grand sommeil, je vais me coucher. »« Oh, madame, » dit vivement Miss Brewis, « nous avons tant de travail et nous comptions sur vous pour nous aider. »« Je sais, mais je vais me coucher. » Elle parlait du ton obstiné d'un bébé, et, comme son mari sortait à son tour de la salle à manger, elle lui dit « Je suis fatiguée, George, et je vais me coucher. Vous voulez bien ?» Il s'approcha, lui tapota affectueusement le bras, et répondit « Allez faire des provisions de beauté pour demain, Hattie. » Puis il l'embrassa doucement. Elle gravit l'escalier, agita la main et s'écria « Bonsoir tout le monde !» Sir George lui sourit. Miss Brewis retint brusquement sa respiration et se détourna. Après quoi elle dit d'une gaieté forcée « Allons travailler !» Bientôt, chacun se mit à l'œuvre. Mais comme Miss Brewis ne pouvait être partout en même temps, il y eut rapidement des défections. Weyman, après avoir peint un magnifique serpent sur une affiche et l'avoir entouré des mots « Madame Zuleika vous révélera votre avenir », s'éclipsa discrètement. Alec Legg sortit en annonçant qu'il allait tracer les limites d'un jeu, et ne reparut pas. Les femmes travaillèrent consciencieusement, mais Hercule Poirot suivit l'exemple de Lady Stubbs et alla se coucher. Il descendit le lendemain matin à 9h30. Le premier déjeuner était servi comme au temps de l'avant-guerre, et une rangée de plats gardait la température voulue sur un réchaud électrique. Le maître de maison absorbait un copieux repas d'œufs brouillés, de bacon et de rognons grillés. Mrs. Oliver et Miss Brewis l'imitaient jusqu'à un certain point. Michael Weyman mangeait une grosse assiette de jambon de York. Seule Lady Stubbs se contentait d'un pain grillé et de café noir. Elle était coiffée d'un immense chapeau rose qui paraissait peu en rapport avec cette réunion matinale. Le courrier venait d'arriver. Miss Brewis triait un gros tas de lettres et remettait à Sir George celle qui portait la mention « personnel ». Elle ouvrait les autres et les classait par catégorie. Il y avait 3 lettres devant Lady Stubbs. Les 2 premières paraissaient être des factures, et après les avoir ouvertes, elle les mit de côté. Puis elle décacheta la 3e et dit très haut « Par exemple ». Elle semblait si étonnée que toutes les têtes se retournèrent. Elle reprit. « C'est une lettre d'Étienne, mon cousin Étienne. Il arrive sur un yacht. »« Montrez, » dit son mari en étendant la main. Elle lui passa le papier qu'il défroissa avant de lire, puis demanda. « Qui est cet Étienne de Sousa? Un de vos cousins ?»« Je crois. Issu de Germain. Je m'en souviens pas bien. Presque pas. Il était... » « Qu'était-il, ma chère ?» Elle haussa les épaules. « Cela n'a aucune importance. Il y a si longtemps, je n'étais qu'une petite fille. »« En effet, vous ne devez pas vous souvenir nettement de lui. Cependant, il nous faut l'accueillir aimablement, » déclara Sir George avec une bonne humeur. « Dommage que nous soyons si occupés par la fête d'aujourd'hui. Mais nous l'inviterons à dîner et nous pourrons peut-être le garder un jour ou 2. Lui faire visiter les environs. » Stubbs offrait le type du seigneur campagnard. Sa femme ne répondit pas et fixa ses yeux sur sa tasse. La conversation devint générale et traita uniquement des préparatifs de la fête. Seul Poirot n'y prit aucune part, occupé qu'il était à regarder la maîtresse de maison. Il se demandait à quoi elle pensait. Au même instant, ses paupières se soulevèrent et elle jeta un coup d'œil rapide au criminologiste. Un coup d'œil si aigu et si compréhensif qu'il en fut stupéfait. Lorsque leurs regards se croisèrent,
toute intelligence disparut de celui de la jeune femme, qui redevint vague. Mais Poirot avait surpris l'autre, froid, calculateur, vigilant. Se pouvait-il qu'il l'eût imaginé? Du reste, les faibles d'esprit ne possèdent-ils pas souvent un fond de ruse sournoise qui étonne parfois ceux-là même qui croient les connaître? Décidément, il y avait une énigme en Lady Stubbs, et les opinions variaient du tout au tout à son sujet. Miss Brewis avait insinué qu'elle agissait avec discernement. Mais Mrs. Oliver la croyait stupide, et Mrs. Folliot, qui la connaissait depuis longtemps, parlait d'elle comme d'un être peu normal qu'il fallait surveiller et protéger. Miss Brewis était certainement partiale, car l'indolence et l'égoïsme de la jeune femme l'exaspéraient. Poirot se demanda si la secrétaire de Sir George avait déjà occupé ce poste avant le mariage de son patron. En ce cas, le nouveau régime pouvait fort bien lui déplaire. Jusque-là, Poirot partageait la manière de voir de la romancière et de Mrs. Folliot. Il n'en était plus de même à présent. Mais pouvait-il se fier à une impression fugitive? Lady Stubbs se leva brusquement et annonça « J'ai mal à la tête. Je vais m'étendre dans ma chambre. » Son mari bondit et s'écria « Ma chère petite, vous n'êtes pas malade au moins? Une simple migraine. Vous serez en état de paraître dans l'après-midi? Je l'espère. Prenez un comprimé, conseilla Miss Brewis. En avez-vous ou dois-je en faire monter dans votre chambre? J'en ai. Hattie se dépêcha vers la porte et laissa tomber le mouchoir qu'elle serrait entre ses doigts. Poirot avança vivement et le ramassa discrètement. Sir George allait suivre sa femme, mais Miss Brewis l'arrêta. « Je désire vous consulter au sujet du parc à auto, car je vais donner les instructions à Mitchell. Pensez-vous que la meilleure solution sera celle que vous ?» Poirot, qui sortait de la pièce, n'entendit pas la suite. Il rejoignit Lady Stubbs dans l'escalier, lui tendit le mouchoir en s'inclinant, et murmura « Vous avez laissé tomber ceci, madame. »« Vraiment ? Merci. Je suis désolé que vous soyez fatiguée. Juste comme votre cousin va arriver. » Elle répondit presque violemment. « Je ne veux pas le voir. Je ne l'aime pas. Il est méchant. Il l'a toujours été. Il me fait peur. Il commet des actions mauvaises. » La porte de la salle à manger se rouvrit et Sir George traversa le vestibule en courant. « Hattie, ma pauvre chérie, je vais vous installer confortablement. » Il lui entoura les épaules de son bras et la soutint d'un air préoccupé. Poirot les suivit de l'œil, puis, se retournant, aperçut Miss Brewis qui arrivait, les mains pleines de papier, et il lui dit « La migraine de Lady Stubbs ?»« Elle n'a pas plus sa migraine que moi, » répondit la secrétaire avec humeur. Puis elle s'engouffra dans son bureau, dont elle claqua la porte. Poirot soupira, passa à la terrasse, et constata que Mrs. Masterton venait d'arriver dans une petite auto, et faisait ériger une tente pour les rafraîchissements en donnant des ordres de sa voix sonore. Elle se retourna pour lui souhaiter le bonjour et déclara « Toutes les organisations de ce genre sont assommantes. Et les gens montent toujours tout au mauvais endroit. Non, Roger, plus à gauche, pas à droite. Que pensez-vous du temps, monsieur? Il me paraît douteux. La pluie serait désastreuse, alors que, par extraordinaire, nous avons eu un bel été. Où est Sir George? Je voudrais lui parler du parc à auto. » Sa femme a la migraine et vient d'aller s'étendre. « Oh, elle sera remise cet après-midi, » affirma Mrs. Masterton. « Elle adore les réunions. Elle fera une toilette éblouissante et sera fière comme Artaban. Voulez-vous me chercher les piquets qui sont là-bas? Je veux marquer l'emplacement du golf miniature. » Ainsi enrégimenté, Poirot dut travailler comme un apprenti, et Mrs. Masterton condescendit à lui parler pendant les intervalles de son dur labeur. Il faut tout faire soi-même, c'est l'unique moyen. À propos, il paraît que vous êtes un ami d'Eliot. Poirot avait séjourné assez longtemps en Angleterre pour savoir que c'était un brevet d'adoption.
La phrase de Mrs. Masterton signifiait en clair « Bien que vous soyez étranger, j'ai appris que vous étiez un des nôtres. » Aussi continua-t-elle à parler intimement. « Il est heureux que Nas soit à nouveau habité. Nous redoutions que l'on en fît un hôtel. Vous savez ce qu'il en est de nos jours. On traverse une région et on ne voit que des pancartes. Maison des hôtes, hôtel privé ou hôtel select, dûment patenté. Et les propriétés sont celles où l'on était invité par des amis étant jeunes. C'est fort triste. Oui, je suis ravi au sujet de celle-ci. Et de la pauvre Amy Folliot aussi, bien sûr. Elle a eu une existence si lamentable sans jamais se plaindre. Sir George a fait des merveilles ici et n'a rien vulgarisé. J'ignore si l'influence d'Amy est en cause ou si ça vient de son goût à lui, mais il en a beaucoup et c'est tout à fait curieux chez un homme de son milieu. J'ai cru comprendre, dit Poirot prudemment, qu'il n'était pas de vieille noblesse. Il ne s'appelle même pas Sir George, c'est son nom de baptême, je crois. C'est assez amusant. Bien entendu, nous n'avons jamais laissé rien voir. Il faut permettre leurs petits travers aux hommes riches. Ce qu'il y a de curieux, c'est que George Stubbs est à sa place partout et offre le type accompli du gentilhomme du XVIIIe siècle. À mon avis, son père devait être noble et sa mère fille d'auberge. Mrs. Masterton s'interrompit pour crier à un jardinier. « Pas près du rhododendron! Il faut laisser de la place aux quilles sur la droite! Droite, pas gauche !» Elle reprit. Curieux qu'ils ne puissent distinguer leur gauche de leur droite. Miss Brewis est très entendue, mais elle n'aime guère la pauvre Hattie, et a souvent l'air de vouloir l'étrangler. Il y a tant de secrétaires qui sont amoureuses de leur patron. Où peut bien être Jim Warburton? La rage qu'il a de se faire appeler capitaine est ridicule. Il n'a jamais été militaire et n'a pas vu un seul boche. Il faut se résigner quand on a un bon employé. C'est un gros travailleur, mais je trouve qu'il y a en lui quelque chose d'équivoque. Ah, voilà le ménage Legge. Peggy, en pantalon et pullover, annonça gaiement. Nous sommes venus vous aider. Il y a un travail fou. Voyons ce que vous pouvez faire d'abord. Poirot, profitant de cet intermède, s'éloigna. Il tourna au coin de la maison et fut témoin d'un nouveau drame. 2 femmes vêtues de shorts et de blouses aux couleurs vives sortaient des bois et regardaient d'un air inquiet. Poirot crut reconnaître l'Italienne à laquelle il avait offert, la veille, une place dans l'auto. Sir George, penché à la fenêtre de la chambre de sa femme, apostropha sèchement les touristes. « Vous n'avez pas le droit de venir ici. »« S'il vous plaît ?» répondit l'une d'elles. « Défendu de passer par là. Propriété privée. » La seconde s'écria. « S'il vous plaît. Quai de Nascombe. C'est-il ici ?»« Non. Retournez en arrière. Arrière !» Sir George gesticulait et elle le dévisageait. Puis elles échangèrent un torrent de paroles italiennes et celle qui avait un foulard bleu demanda. « Partir pour hôtel ?»« Oui, puis vous prendre la route. La route, de l'autre côté. » Elles se détournèrent d'un air vexé. Stubbs s'épongea le front, regarda Poirot et lui dit « Je passe mon temps à renvoyer ces gens. Ils venaient d'abord par la grille qui est au fond et je les fais cadenasser. Maintenant, ils franchissent le treillage et traversent les bois en s'imaginant qu'ils atteindront le quai. C'est exact, mais il n'y a pas le droit de passage. Ils sont tous étrangers, ne comprennent rien et baragouinent, en hollandais à mon avis. Parmi les 2 touristes qui étaient là, l'une est française, l'autre italienne. J'avais rencontré celle-ci hier, en venant de la gare. Oh, elle parle n'importe quel langage. Que dites-vous, Hattie ? Stubbs se retourna et rentra dans la chambre. Mrs. Oliver et une forte fille de 14 ans, vêtue en guide, s'approchèrent de Poirot. La romancière annonça. « Voici Marlène. » Celle-ci ricana. Poirot s'inclina et Mrs. Oliver reprit. « C'est la victime. »« Oui, je suis l'affreux cadavre. »« Mais il n'y aura pas de sang sur moi, ajouta la grosse fille d'un air de regret.
Vraiment? Non, je serais simplement étranglé par une corde. J'aurais préféré être poignardé et recouvert de peinture rouge. Le capitaine Warburton a pensé que ce serait trop effrayant, expliqua Mrs. Oliver. Quand il s'agit d'un crime, il doit y avoir du sang, reprit Marlène boudeuse. Elle regarda avidement Poirot et ajouta « Vous avez vu des masses de cadavres, à ce qu'elle dit ?»« Un ou deux, » répondit modestement le spécialiste, qui s'aperçut avec effroi que Mrs. Oliver s'éloignait. « Figurez-vous, reprit Marlène, que je crois qu'il y a un meurtrier par ici. Mon grand-père a vu un corps dans le bois il y a quelque temps. Il a eu peur et s'est sauvé, et quand il est revenu, le corps, celui d'une femme, n'y était plus. Mais mon grand-père l'est piqué, et personne n'écoute ce qu'il dit. » Poirot parvint à s'échapper, rentra par derrière, et se réfugia dans sa chambre. Il avait besoin de repos.